Bonjour chers auditeurs de Radio Jade FM, ici Frédéric Mispelblom pour l'émission Peindre et dépeindre le pays des rêves. Nous allons écouter aujourd'hui la deuxième émission sur Radio Grandlieu et son équipe, basée à Saint-Aignan-de-Grandlieu, où nous allons commencer par le Cric-Crac Café. Là, je suis avec Maureen qui tient le Cric-Crac Café. À vous. Donc, comment vous êtes arrivé dans cette histoire ? D'accord. Alors, en fait, moi, je cherchais, en quittant ma région parisienne, à changer complètement de travail, à me reconvertir dans, justement, la restauration. Je voulais ouvrir un salon de thé, en fait. Un salon de thé assez chaleureux, un peu hybride, où on trouverait des livres, voilà, des activités culturelles, etc. Et donc, j'ai cherché, avec mon mari, à trouver un lieu sur la place nantaise. Et en même temps, au même moment, il s'est avéré qu'on a rencontré ce projet de tiers-lieu. On nous a proposé de participer à la réponse à l'appel à projet. Et donc on s'est dit, vu qu'on voulait introduire dans notre proposition de salon de thé une proposition culturelle, on s'est dit c'est bien d'être à plusieurs. Et puis moi je suis très famille, voilà, donc j'aime bien faire partie un peu d'un groupe comme ça, en partageant les valeurs voilà, qui sont les nôtres ici au Grand-Lieu du Comte. Et donc on s'est lancé, on a répondu à l'appel à projet ensemble. Donc moi j'ai proposé non seulement un salon de thé mais aussi un petit restaurant, parce qu'on est quand même plus pour le coup sur la place nantaise, et donc on s'est dit il y aura moins de passages, et donc il faut faire une offre un peu plus évoluée que juste un salon de thé qui proposerait que des pâtisseries, voilà. Donc pour pouvoir en vivre, il fallait que ce soit un peu plus voilà, un peu plus complet comme offre. Donc voilà, donc on a remporté l'appel à projet comme vous le savez, et donc on s'est retrouvés voilà, à diriger ce petit café qui est vraiment un petit café, il y a 20 couverts, hein. En été avec la terrasse ça peut aller jusqu'à 30, donc c'est assez confidentiel, mais en même temps vu que je suis toute seule en cuisine et donc mon mari au service, ça nous suffit amplement. Et donc on travaille, donc comme on partage tous les mêmes valeurs, donc de voilà, faire attention à l'environnement, au territoire dans lequel on s'inscrit, le mettre en valeur les personnes qui le travaillent. Donc moi je ne travaille qu'en circuit court. Donc tous mes produits, donc que ce soit fruits, légumes, céréales et épices, on travaille vraiment en direct avec les producteurs et bio dans la majorité des cas. Voilà, après il y a différents labels, mais en tout cas voilà, on essaye d'avoir une qualité de produits et de services voilà, qui reflète la grande richesse du territoire ligérien. Et donc je fais soit en direct moi, donc avec ma voiture, les lundis on fait la petite tournée, soit avec des grossistes bio, il y en a un qui se trouve aux Mines qui est assez connu, Province Bio, et un réseau local d'agriculteurs donc ligériens qui s'appelle le Kiosque Paysan, qui a créé, c'est une association qui regroupe, qui a constitué une sorte d'annuaire en ligne de tous les agriculteurs et producteurs locaux. Donc légumes, viande, fromage, pain. Voilà, tout ça, exactement, des farines, des produits laitiers transformés, voilà. Et on peut se rencontrer, il y a différents rendez-vous, voilà, on peut aller aussi se rencontrer en direct, hein, sans passer par le kiosque, mais voilà, en tout cas ça permet, parce que c'est ça qui est difficile quand on veut travailler en direct, c'est que il faut le temps d'y aller, et puis voilà le coût aussi que ça génère, et puis voilà aussi quand on est inscrit dans ces valeurs un peu écologiques, voilà, prendre la voiture aussi 36 fois pour aller partout, c'est un peu absurde finalement. Donc voilà, ça permet de mutualiser les commandes et les livraisons. Alors racontez-nous un peu le lieu. Et ce qu'on peut y avoir. Alors le lieu, donc c'est comme on est donc dans ce tiers-lieu du Grand-Lieu du Comte, qui est donc un tiers-lieu qui a été voulu, initié par la mairie de Saint-Aignan. Donc ils ont eux restauré donc ce presbytère, cet ancien presbytère, et donc il y a toute une scénographie à l'intérieur qui est vraiment, nous on est arrivé clé en main un peu. Donc toutes les boiseries, voilà, toutes les cheminées qui ont été rénovées, etc., mais qui sont quand même dans leur jus. Donc ça crée une ambiance assez cosy, assez chaleureuse. On a l'impression de rentrer chez quelqu'un. On nous l'a dit plusieurs fois, ça, les clients. On a l'impression d'être, chez quelqu'un ou chez ma grand-mère, ou voilà. Donc voilà, nous, on a apporté toute la touche un peu déco. Donc moi, j'ai mis plein de plantes partout, des objets chinés en brocante ou chez Emmaüs. Enfin voilà, moi, j'aime bien fouiner un peu partout dans les lieux et de retrouver des petites vieilleries. Et donc voilà, tout ça fait une sorte de petite bric-à-brac qui fait qu'on se sent bien finalement. Voilà. Et puis on est quand même au milieu d'un parc public qui est complètement scénographié, donc c'est assez charmant comme lieu. Et donc voilà, il y a ce côté chaleureux. Et alors ce qu'on peut y trouver, c'est donc un café avec une restauration du midi, du mardi au vendredi, des gâteaux faits maison, donc tout est fait maison, toutes les après-midi. Il y a des plats.
Et il y a des Hein, plats, ouais. bien sûr, il y a des plats qui appellent un peu au voyage. Moi, je fais souvent de la cuisine un peu épicée, pas forcément relevée, mais épicée, c'est-à-dire vraiment très parfumée, et qui s'inspire un peu du Moyen-Orient, de l'Inde, de l'Asie. Enfin voilà, j'aime bien qu'on voyage et que quand on ressorte du Cré-Crac Café, on se dise j'avais oublié que j'étais à Saint-Aignan. c'est un petit voyage dans l'assiette et puis. Et alors, il y a du monde? Alors il y a du monde. En ce moment, là, vu qu'il pleut un peu, il n'y a pas forcément la foule, hein, mais oui, c'est un lieu qui est en train d'être connu. Petit à petit, les habitants aussi le découvrent. C'est ça, ça marche beaucoup par le bouche à oreille. En général, les gens qui viennent sont très contents et le disent autour d'eux. S'échangent un peu le secret parce que c'est un lieu assez confidentiel, caché dans les arbres et au milieu d'un parc public, et donc il faut connaître. C'est pas forcément indiqué partout sur les rues, et donc c'est un lieu confidentiel qui s'échange comme ça sous le manteau. Et on peut y manger à midi pour combien? Alors, il y a des formules qui sont entrée plat ou plat dessert. Il y a une formule complète. Donc, le entrée plat ou plat dessert, c'est 14 € et 17 € pour la formule complète. Voilà. Ah, ça va. Oui, c'est très abordable. C'est menu ouvrier. C'est ça. Bon, après, on s'adapte aussi aux bourses des personnes locales, etc. Mais c'est vrai que c'est pas cher. Hein. Et tout de suite, c'est le freestyle de Dunk. Ok. Radio Grand Lieu, hey. Dubitative Production, c'est Dunk, hey. Hey. Faut que le monde des tout, on veut le monde de tout. Insécurité, c'est la police banalisée. La rue est sombre comme la vraie France, plus simple pour les racistes. Je leur souhaite la guerre comme thérapie, la descente est dure. Comme des rapides, trop de bêtises et de raclés, trop de blessures. Elle est ma vite, mais je me bats sans armes comme Bakounine. Tovarech, qu'est-ce qu'on filme, mais je me confie, mais qu'on est con. Accepter les tirs, accepter les merdes. L'homme est le pire, l'homme est le type qui nique sa propre espèce. Comme les films Don't Look Up, comme les films Idiocratie. Nos vies sont aussi réelles que si tu te branlais dans un magazine. Je regarde la seule étoile dans le ciel de ma ville. Je m'épate de vivre la même chose que la veille. Les gens s'écartent quand j'ai besoin d'aide, le monde est sans appel. J'ai le doute que le diable ait des ailes. J'ai vu des gens heureux crier à l'aile, l'espoir sombrer dans les rêves. Mon grand-père pleurait de ses peines, veut pas vieillir en jungle urbaine. Les gens me montrent comme une tenue républicaine. Hey, c'est comme une quarantaine, le monde est réel pour ceux qui ont le kérosène. Moi j'ai toujours vu le même ciel, tous les jours vu la même merde. Tous les jours vu les mêmes problèmes, tous les jours je croise les mêmes têtes qui traînent, les mêmes mecs qui prennent la tête, les mêmes migraines qui reviennent. Je me perds en pleine sibérienne, me pleure dans les bras de mon européenne. Mais je vois bien que mon âme en peine est confinée dans un système qu'on suprême. Hey, qu'on me donne un peu d'oxygène. La jeunesse est faite dans l'arène. Si pour nous la bohème était un stratagème, toujours en bas de le 15e du mois, toujours blasé des mois et de la merde à la FM. À part à Radio Grand Lieu, qui te fera peut-être tenir jusqu'à la soixantaine. Je me sens comme la blonde de Westworld, c'est la vie qui nous survole, le travail qui nous camisole, la télé qui nous désole. Les riches payeront, des putes voyageront et verront des trucs. La vie c'est chiant quand t'es élevé dans un hôtel du 16e, ou que tu veux lire l'heure sur ta Rolex en plein soleil. Hey, camarade bourgeois, camarade fils à papa, regarde-toi, moi je regarde la seule étoile dans le ciel de ma ville. Je mets pas de vivre la même chose que la veille. Je me sens comme la blonde de Westworld. Bientôt les soldes sur la santé à force de tout privatiser. Mort aux vieux politiques, rares sont ceux qui verront l'âge de Jean-Marie. Si on me tue, l'ennemi sera acquitté comme Raoul Villain. Parfois j'ai des doutes sur les reptiliens. Je fais du rap, je connais même pas mes musiciens. En autoprod, en autopilote, cynique comme Diogène. La nuit je rêve d'une autre vie, d'une autre fille, d'une entreprise qui ne connaît pas la crise, qui ne connaît pas d'actrice, qui vit par les artistes, qui fait parler les âmes tristes, qui milite contre les sophistes, qu'on éduque les fils, les filles par l'éducation, pas par la médication. D'un coup de matraque, d'une publicité à l'attaque. Le médecin m'a donné du Prozac dans mes céréales. Yeah, bravo Dunk. Au revoir tout le monde, à bientôt sur Radio Grand Lieu. Le Colibre, présenté par Nathalie Jamin sur Radio Grand Lieu. Je suis maintenant avec Monsieur Mouche, qui a plusieurs émissions à Radio Grand Lieu et qui fait partie de l'aventure depuis les débuts. Est-ce que vous voulez bien raconter aux auditeurs, de votre point de vue, depuis quand vous êtes là, comment est né ce projet de radio et ensuite vos propres émissions? Alors moi, avant tout, j'ai un rôle ici au Grand Lieu du Conte, puisque je suis coordinateur artistique du Grand Lieu du Conte. Et à la radio, j'ai un autre rôle, parce que je suis bénévole pour la radio. Donc c'est-à-dire que je suis salarié dans le lieu pour la gestion du collectif Conte, des conteurs et des conteuses qui viennent travailler ici. Je m'occupe des festivals qu'on organise, des expositions. Et en parallèle de ça, je suis bénévole à la radio où j'ai monté deux émissions,
coup, je fais un lapsus, que comme je suis conteur, voilà, je fais aussi des spectacles. 2 émissions, une émission qui s'appelle L'émission impossible, où on invite avec Clémence Roy, qui est ma co-animatrice, on invite chaque mois un conteur ou une conteuse pendant 1 heure, qu'on interviewe, à qui on raconte des bêtises, on fait faire des jeux, plein de choses un peu extraordinaires, et dont des choses pas du tout radiophoniques. Et puis une autre émission qui s'appelle le Rugby Live Show, ça qui a eu lieu surtout parce qu'il y avait la Coupe du Monde de rugby, que moi-même je fais du rugby en loisir malgré mon petit physique, et donc avec mes copains de l'équipe, on est venu pour la radio commenter les matchs de l'équipe de France. Donc on diffusait les matchs dans le Grand Lieu du Conte, et nous on faisait des commentaires évidemment très subjectifs, on va dire, pour le dire tranquillement. Mais donc, vous avez été, dès le début, dans le projet de la radio. Oui, alors mais ça c'est pas dans l'ordre, parce que moi dans l'ordre, je suis dans le début, dans la création du Grand Lieu du Conte. Le Grand Lieu du Conte, commençons par là. Alors, le Grand Lieu du Conte, ça c'est la mairie de Saint-Aignan-de-Grandlieu qui a décidé de refaire son presbytère et qui a donc lancé un appel à projet pour qu'une association ou des associations occupent les lieux avec 2 volontés. La volonté que ça parle du thème de la nature et de l'environnement, et l'autre volonté c'est les contes et légendes, parce qu'ici on est un territoire de contes et légendes, il y a le lac de Grandlieu, il y a tout un tas de légendes qui peuplent notre territoire. Oui, excusez-moi, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de contes autour du lac de Grandlieu, avec le thème du lac de Grandlieu. Il y en a aussi ailleurs des contes. Pourquoi spécialement à Saint-Aignan, on a pensé que c'est là que pourrait se tenir de façon pertinente le Grand Lieu du conte? Alors ça, c'est une décision de la ville, mais c'est aussi parce que toutes les communes qui sont autour du lac, les communes de la métropole qui sont autour du lac et du Pays de Ré, ont décidé de se répartir un peu par thématique différents sujets. Par exemple, à Boueil, le département a développé la Maison du Lac, donc ils sont plutôt sur une vocation nature. Ici, les contes et légendes, ça a toujours été un choix. D'ailleurs, quand on revient de l'aéroport de Nantes et qu'on vient vers Saint-Aignan, il y a un rond-point où on voit une grande porte penchée, où il est écrit en haut « Saint-Aignan, terre de légende », quelque chose comme ça. Ou « Pays des contes ». Enfin, je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais en tout cas, c'est annoncé. Donc ce rond-point et cette sculpture, elles ont une 30aine d'années. Donc ça fait longtemps que Saint-Aignan a cette vocation de traiter les légendes du lac. Et donc quand ils ont fait cet appel à projet, moi, en tant que conteur, j'ai appelé tous mes copains, copines, conteurs, conteuses pour qu'on réponde à ce projet-là, parce que moi j'habite juste à 2 km, je suis à Boueil justement, avec cette idée qu'on ait un lieu de travail, parce qu'il y a très peu de lieux dédiés aux contes en France. Et dans le grand nord-ouest, vraiment, il y en a 2 autres, mais qui sont pas des lieux de travail, qui sont des lieux de festival, des choses comme ça. Donc nous on a répondu à cet appel à projet en disant qu'on avait besoin d'un lieu de travail et pour faire des spectacles. L'association qui s'appelle Village Terre et Vie avait aussi candidaté parce qu'eux ils ont une vocation nature-environnement. Ludo avec la radio avait candidaté aussi parce qu'ils voulaient créer cette web radio, et Maureen avec le café avait candidaté. La mairie a retenu un peu ces 4 projets, on va dire, et nous a dit reformuler un projet tous les 4 ensemble. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on en est venu à habiter entre guillemets ce lieu. On n'y dort pas, mais habiter ce lieu, y travailler, faire des événements et faire venir du monde. Et puis il y a une porosité entre ces 4 structures, entre le collectif Conte, l'association, la radio et le café. Donc on travaille régulièrement ensemble. Et moi, d'avoir une radio à côté de moi qui fait des émissions, en tant que conteur, ça m'a donné envie de m'y investir bénévolement, en plus de mon activité ici, pour créer ces 2 émissions que sont l'émission Impossible et le Rugby Live Show. Et avant donc d'être dans ce lieu, vous viviez des contes que vous racontiez? Oui, moi je suis conteur professionnel. Alors c'est pas un gage de qualité, mais c'est un gage d'activité. Oui. Moi je suis conteur professionnel depuis un tout petit peu moins de 20 ans. Je suis artiste-auteur, donc je suis indépendant, je suis pas intermittent par exemple. Et en France, on dit qu'on est entre 6 et 800 conteurs et conteuses professionnels. Nous, ici, autour de Nantes, il y a en gros 25 conteurs et conteuses qui gravitent autour du Grand Lieu du Conte, qui viennent y travailler, qui viennent créer des spectacles. Et donc, vous travaillez dans des lieux comme des écoles, ou en été dans des festivals Alors, moi, dans mon activité, j'ai un spectacle pour adultes, un spectacle pour enfants, et puis un spectacle tout public, on va dire, pour faire simple. Donc, il peut y avoir un peu de scolaire avec le jeune public, mais le gros, ça va être quand même les médiathèques. Sur tout le territoire, que ce soit en France ou ailleurs, ce sont souvent les médiathèques qui proposent du spectacle et notamment du conte. Et puis évidemment du festival, des salles de théâtre, toutes sortes de lieux. L'avantage du conte souvent c'est que ça arrive qu'il y ait beaucoup de scénographie, mais il y a plein de fois où il suffit de mettre le conteur ou la conteuse dans un coin, on installe le public et c'est parti, quoi. Ça peut être des dispositifs très simples, quoi.
Donc on peut jouer dans plein d'endroits très variés. Oui, et dans ce lieu ici, il y a aussi donc des salles où on raconte les contes, c'est qu'il y a des salles de théâtre. Voilà, alors on n'a pas de salle de spectacle à proprement dit, mais là on est en train de se parler, on est dans le grenier par exemple. Le grenier, c'est un lieu où les gens viennent travailler leur spectacle, ils ont la place, ça correspond à un petit plateau de théâtre. Dans la salle d'exposition qui est juste à côté de la radio, là on peut accueillir un peu plus de monde, donc ça nous arrive de faire des spectacles là. Et tout en bas, à côté du café, on a la salle Grenouille. C'est une toute petite salle où on peut accueillir 20-25 personnes, mais c'est souvent là qu'on fait les apéros contes. Donc on est en petite jauge, mais toujours resserré dans un esprit plutôt de convivialité, quoi. On n'est pas dans une grande salle de 500 places, loin du plateau et tout ça. Alors, vos 2 émissions, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Oui, alors, l'émission Impossible. Donc l'émission Impossible, elle est impossible. C'est-à-dire que c'est toujours hyper farfelu. Nous, avec Clémence Roy, qui est conteuse et comédienne, on a monté ça depuis l'ouverture de Radio Grand Lieu. L'idée, c'est d'accueillir un conteuse ou un conteur professionnel, de le travailler pendant 1 heure. Donc on a 2 temps d'interview, par exemple. On a plein de petites chroniques. On a des jeux aussi. On finit toujours par un texte à trous que le conteur ou la conteuse doit remplir. Voilà, c'est une émission qui est assez improvisée dans son contenu, mais elle est hyper timée, c'est-à-dire que nous, on a vraiment un déroulement qui fait que même si l'invité est pas en forme, même si nous, on est tout nul, il va toujours se passer des choses. C'est une émission hyper rythmée, qui dure 1 heure. Ah oui, 1 heure, mais et 1 heure en direct, si je peux dire, au sens où vous n'enregistrez pas pour ensuite couper. Voilà, alors, elle a déjà été diffusée parfois en direct, mais la plupart du temps, elle est enregistrée dans les conditions du direct, c'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas de montage derrière. On prévient toujours notre invité s'il y a un bug, si on bégaye, si on rate, c'est pas grave. Alors évidemment, s'il y a un gros blanc parce qu'il y a un problème technique, Ludo à la régie s'arrangera pour enlever le blanc quand c'est enregistré. Mais sinon, non, on enregistre vraiment dans les conditions du direct, ce qui permet une spontanéité, voilà, de pas s'inquiéter de est-ce que c'est bien fait, pas bien fait. Par exemple, on demande toujours à notre invité au début d'émission de raconter une petite histoire de 3 à 4 minutes. Et voilà, l'idée c'est que c'est comme sur scène, quoi. Ça peut être réussi, ça peut être raté, il y a le stress de la radio, il y a tout ce moment-là. Et comme ça, notre invité est libéré de ce moment-là tout de suite. On lui demande assez vite de raconter cette histoire. C'est le seul truc qui stresse notre invité en général. L'histoire à raconter, et puis après on passe au reste de l'émission. On est détendu, on a tous bien rigolé, ou on va tous bien rigoler en tout cas. On écoute un extrait. L'émission Impossible. On joue. Force, on joue. On va s'arrêter toute seule. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de frein sur la. C'était compliqué à fabriquer, donc elle roule. On dirait pas comme ça, c'est vraiment de briquet de bois. Ouais. Par contre, non, coup de bol. Super. Le bras de fer chinois. Non, putain, mais il faut que je change mes lunettes. Je vois rien. 1, 2, 3 soleil. Bravo. On va faire un 1, 2, 3 soleil ici dans le studio. On n'avait jamais fait ça. Ça, c'est dur. Ça, c'est chaud. Hein. Ça, c'est chaud. Ouais. Le concours de gonflage de ballons. Un raton laveur. Shifumi. Une mouche. C'est parti. Ah, perdu. Ma grand-mère. Une femme. Des nichons. Je dessine toujours les nichons. J'avais vu avant. Trichage. J'ai trichage. Et quoi, on a le droit de partout. Là, c'est la finale. Je pense que c'est là qu'on a la finale. Génial. Alors, attention. Allez, on va reviendrai. faire les choses un peu plus correctement. Là, on revient à... Pour l'instant, c'est Julien, il y en a un de plus. Hein. Il y en a un qui a une tumeur. Le rêve américain. Encore. Ah, la petite maison d'un peu. Qu'est-ce que vous êtes fort. Ok, ouais. Le rêve, un rêve. Donc, et c'est américain. C'est une série, c'est un feuilleton. American History X. C'est parti. Top. Oui. Ne quittez pas, on est là toujours. Hein, c'est le moment radiophonique. Un tapis volant, Aladdin. Ouais. J'ai gagné. Excellent. Allez. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lieu. Vous venez de vivre un moment radiophonique incroyable. Et nous aussi, d'ailleurs, on est un peu bouleversés ici pour tout vous dire. L'émission Impossible. Bon, et la deuxième émission? Et alors la deuxième émission, ça s'appelle le Rugby Live Show. Et c'est un truc qu'on a monté parce qu'il y a très longtemps dans les cafés nantais avec des copains, on commentait les matchs de foot des Coupes du Monde ou des Coupes d'Europe. Voilà, ça se faisait dans les cafés nantais en racontant plein de bêtises. Et comme Ludo est fan de rugby, moi-même j'y joue un peu encore en loisir avec les vieux à Rezé. Les vieux, on dit les vieux, c'est pas... Voilà, c'est... Avant, on disait les vétérans, c'est pour ça que je dis ça. On a eu l'idée de recréer ce moment-là, de commentaires un peu farfelus sur un match, très chauvin, enfin voilà, tout à fait pas du tout orienté, hein, vous l'imaginez bien, de créer ce moment festif à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby qu'il y a eu l'année dernière. Donc pour s'entraîner, on a fait tout le tournoi destination l'année dernière, plus la Coupe du Monde. On fait évidemment que les matchs de l'équipe de France,
Donc ça s'est arrêté un peu plus tôt que prévu l'année dernière, parce que la France a été éliminée plus tôt que ce qu'on espérait. Mais ça a été un moment hyper sympa. C'est l'idée aussi que des fois, la culture et le sport peuvent se rencontrer. Alors là, cette année, avec les Jeux Olympiques, le monde du sport essaye de s'ouvrir absolument à la culture en nous demandant des spectacles sur le sport, etc. Nous, l'envie, elle était vraiment sincère, dans le sens où les copains du rugby, ils s'intéressent à la culture. Les gens que je connais de la culture s'intéressent aussi au sport. Et que c'était une occasion de montrer que ce ne sont pas deux mondes qui vivent complètement de manière imperméable. Oui, parce qu'il y a même des rugbymen qui font du cinéma. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Je cherchais le contre-exemple avec des artistes qui font du sport, mais là je l'ai. Oui, Il y a toujours eu des grands comédiens qui ont fait de la boxe, voilà, Lina Ventura, des gens comme ça. Oui, il y a toujours eu des exemples de gens qui croisent. Parce que souvent, moi, ça m'avait marqué quand j'étais étudiant en architecture. Un copain m'avait dit c'est les rugbyman, ils sont pas bien malins. Et moi, je faisais partie du clan des rugbyman, et pourtant, il me semblait pas être un gros beauf débile. Et puis, il y en a aussi dans la culture, d'ailleurs, des gros beaufs débiles. Et voilà, je me suis dit, c'est marrant les préjugés que ont les cultureux sur les sportifs, et inversement, des fois, ça arrive chez les sportifs. J'ai connu, parce qu'il est décédé depuis, un très grand philosophe qui s'appelle Robert Damien, qui était un rugbyman et coach d'une équipe de rugby de Lons-le-Saunier. Ah, oui, d'accord, je vois le club. Ouais, ok. Bah oui, puis en plus, alors, il se trouve qu'avec le... Bon, je vais pas parler du rugby pendant des heures, mais il se trouve que le rugby, là, c'est un sport qui est assez magique, parce qu'en fait, tous les physiques peuvent y jouer. Moi, je suis assez petit, je pèse pas bien lourd, j'y trouve ma place. C'est comme il y a des mecs qui font 2 fois mon poids et pas 2 fois ma taille, c'est pas possible, et qui y jouent. Il y a une espèce d'intelligence collective sur les capacités et les incapacités des uns et des autres. Il y a un soutien, il y a un vrai jeu fraternel quand c'est entre garçons, et donc entre sœurs quand c'est des équipes de filles. Enfin, moi, c'est un sport que j'aime parce qu'il porte des valeurs que je retrouve dans des aventures collectives comme le Grand Lieu du Conte, la radio. Cette idée qu'on fait des choses ensemble, que chacun a des capacités différentes, qu'il n'y a pas de chef, qu'il peut y avoir des capitaines de temps en temps, mais qu'on peut perdre son capitanat parce qu'on n'a pas été bon. Voilà, qu'on remet en cause le travail collectif tout le temps, qu'on essaie de s'améliorer. Enfin, il y a des valeurs que je retrouve, en tout cas, des similitudes que je retrouve dans la vie collective. Ouais. On écoute un petit bout. Quand tu rentres sur un terrain de rugby, tu sais jamais comment t'en sors. Le rugby là est chaud. Peut-être devant. Oh, c'est beau. Wow. C'est magnifique. Elle est très belle, elle est aplatie. C'est un message très fort que nous envoyons au reste du monde, au monde entier. Ce mondial, au monde entier, disons-le. Mesdames et messieurs, c'est un message qui est bien reçu pour la Nouvelle-Zélande, je pense. Là. Ouais. Pas besoin d'accuser de réception. Et dire qu'il est 7h du matin en Nouvelle-Zélande. Putain, avoir la gueule de bois à cette heure-là, c'est moche. Moi je dis que si on en met un dernier, on est pas mal aussi, quoi. Allez, ça va passer pour Jaminet, parce que celle-là... C'est une victoire construite, quoi qu'il en soit, vraiment... Celle-là, il la met à pieds nus, celle-là, normalement, donc ça devrait passer. Ils sont pas d'accord. Mais les nuls sont pas d'accord. Il y est pas, tu vois. Il y en a un qui dit que oui et l'autre que non. Ouais, et Jacob Pepper, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Parce que c'est lui qui va être le juge de paix. Allez, entre les coup deux. d'envoi, on garde au chaud. Il dit qu'elle passe pas, on met en touche et on va se reposer, messieurs. En fait, faut vraiment que j'explique la règle. Non, il y a toujours un arbitre. Ah non. Il y a toujours un arbitre qui est placé à la droite du poteau, à côté du buteur, qui voit si la balle passe au-dessus du poteau. Celui qui est en décalé peut pas le voir, ça. Voilà. Alors, et c'est gratté. Terminé. Et c'est terminé. Victoire de la France. 29 à 13. 29 à 13. Victoire méritée. Et pour la première fois de l'histoire, la Nouvelle-Zélande perd un match en poule. Bravo la France. Non, pour moi, c'est un plaisir de faire de la radio aussi, parce que je pense que Ludo, comme moi, on est de la même année, on est de la même génération, et qu'on a tous eu comme modèle un film qui s'appelait, je vais retrouver le titre de ce film, c'était un film américain d'un mec qui faisait une radio pirate dans sa chambre, dans les années 80-90, je vais retrouver le titre de ce film. Good Day Vietnam. Non, alors c'était pas ça, oui, il y avait ça, ouais, Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam, oui. Non, mais je vais retrouver le nom de cette émission, c'est Ludo qui en reparlera dans sa partie d'interview, je pense que c'est mieux. Moi, j'arrive au bout de ce que je peux dire. Okay. Bon, très bien. Merci. Voici venu le moment de notre petite pause musicale. Nous allons écouter Anne Suze, qui est une artiste autodidacte, interprète et compositrice,
Originaire de Saint-Aignan de Grandlieu, là où se trouve le Grandlieu du Comte, au sud de Nantes, avec sa voix suave et envoûtante, elle nous embarque dans un univers pop onirique, mêlant des sonorités orientales entre moments de tourment et d'apaisement. Un entretien complet avec elle est à trouver dans le podcast de Locaux Libres sur l'application Radio Grandlieu. On écoute. Dans la main gauche, le quartz fumé, les cheveux longs blancs détachés, le vent venait les faire danser. Dans ses grands yeux noirs et cernés, il y a quelque chose qui l'habitait, les siens la traitaient éveillée. Elle savait en rire et danser, dans sa robe bleue, l'âme légère. Les voyait entrer en guerre, alors elle prit quelques affaires. Son cœur l'appelait dans le désert. So she left on a new day, and she started her journey. So she walks this long way, and she started her journey. Johnny. Pas une seule goutte, seul mais sans doute. Qu'est-ce que ça coûte quand elle s'écoute? Et même si la faim la creusait et que les peurs la sermonnaient, elle savait bien où elle allait. Au loin une lumière scintillait. Était-ce là la vérité qui dans le silence l'attendait? Ou bien était-ce imaginé un beau mirage tout inventé? So she left on a new day, and she started her journey. So she walks this long way, and she started her journey. Et continuer d'avancer, laisser derrière le passé et à ce présent embrasser ceux qui semblent être condamnés. Dans ce grand jeu être testé, acte de foi tu as sauté et le libère a résonné. Et ainsi un nouveau jour naît. Vaste étendue de lumière émanant du cristal du désert, elle s'avance sans rien faire. Tout à coup, un éclair, et soudain un halo blanc reliant ciel et terre. Là, je suis avec Jean, qui anime une émission à la radio Grandlieu. Jean, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé dans cette aventure et en quoi consiste votre émission? Bonjour, eh bien, moi, oui, effectivement, je m'appelle Jean Guettonneau et mon émission s'appelle Les Virgules Poétiques. C'est venu comme ça, quand j'ai appris la création de la radio. Je me suis dit, mais pourquoi moi je n'en ferais pas non plus? Je serais assez capable de faire ça. Mais quoi? M'est venue l'idée de penser à la poésie, parce que j'aime bien la poésie, tout simplement, et dire de faire une petite émission. Donc j'ai essayé de voir comment ça pourrait se faire, et je me suis dit de faire une émission
de longue, d'une heure et demie, sur la poésie. Je me dis, ça va être un peu trop difficile pour moi. Pour l'instant, je ne suis pas assez calé. Donc peut-être que de faire qu'un poème arrive de temps en temps entre les émissions qui passent, voir tout d'un coup, hop, un petit poème qui passe, comme une virgule. Ça, c'est venu comme ça. Donc j'ai proposé le projet à Ludovic, et puis ça marche. Et puis depuis la création de la radio, les virgules poétiques continuent à fonctionner. Donc tous les jours, il y a des poèmes qui passent entre les émissions de temps en temps. Voilà. La virgule poétique. Jean Guitonneau. Palmarès, chant pour mon oncle. Oncle, mon cher et brave oncle, voici des mois et des mois, voici des saisons et des saisons, voici des lunes et des lunes qui passent. Me voici parti loin du village, le village qui a vu naître mes parents, le village qui appelle à la sagesse. Oh, mon petit village, je ne peux t'oublier. Oncle, depuis la belle lune de décembre, le souffle frais des astres et des étoiles, la cendre sent du sel de la région. Même, au-delà des nuits de l'Europe hospitalière, par-dessus tout, les cités, les corniches, les murs, les palais, les châteaux de la France romantique, je me souviens de ton bras svelte, de chasseur de lions des tropiques, de ton bras ni querelleux, ni compact, ni amer, mais franc comme le vin de Palme. Je me souviens des soleils cramoisis, tâtant ta tête d'or coriace à la vierge papaye, où l'épouse ébène Yammawa pile du fognou à grands coups de pilon. Je me souviens de ton regard galant, pointé vers la pointe mangrove de la forêt. Administrateur des beautés lampadaires, éducateur des fleurs sauvageonnes, mon oncle. Oncle, mon cher et brave oncle, voici des mois, des saisons, des années, voici des lunes et des lunes qui passent. Me voilà, là, réveillé 1000 fois dans le ventre de ma chère et belle Bretagne. Et je me souviens. En aléatoire, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on en retrouve, on les réécoute, on les revoit, des trucs comme ça. Et puis, au bout d'un an, on se dit, faut quand même faire évoluer, je vais pas je suis tout seul à faire ça, peut-être qu'on pourrait faire autre chose avec la poésie quand même. Et puis, l'idée m'est venue, là, je suis allé voir à Boye, à la médiathèque de Boye, j'ai été voir un jeune poète qui passait, c'était Palmarès. Et du coup, j'ai été le voir, et du coup, ça m'a donné l'idée de mais pourquoi il y a un printemps des poètes au mois de mars tous les ans, pourquoi on ne pourrait pas faire ça, nous aussi, faire notre printemps des poètes à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Et du coup, j'ai lancé l'idée, on a essayé de me faire un programme et tout ça, et puis ça s'est réalisé avec beaucoup de difficultés. C'est pas simple, et puis ça coûte quand même assez cher de préparer tout ça, si on veut faire les choses bien, on n'a pas beaucoup de budget. Bon, ça c'est fait. Donc là, on a fait la deuxième année. La première année, c'était sur les frontières. Et puis, cette année, c'était sur la Grasse. J'ai réussi à interviewer quand même quelques poètes intéressants, dont Palmarès, qui a été mon premier interlocuteur. Puis, le plus jeune, parce qu'il avait tout juste 21 ans à ce moment-là. Et une vieille poétesse, entre guillemets vieille, parce qu'on n'est jamais vieux avec la poésie. Thérèse André Abdelaziz, qui est une poète locale. C'était l'intérêt aussi, dans ces émissions-là, d'essayer d'avoir des locaux, plutôt que faire venir des gens d'ailleurs et comme ça. Travailler sur la poésie locale. Concrètement, ça s'est déroulé comment? C'était sur plusieurs journées, et donc il y avait un certain nombre de poètes qui sont venus et qui tout au long de la journée récitaient leurs poèmes. Comment ça s'est passé? Non, on a plutôt fait ça sur des temps d'interview. En fait, c'était une interview radiophonique puisqu'on était en radio. Donc c'était plus des interviews radiophoniques, mais qu'on a fait en public
et en direct. Donc on a préparé un soir, on faisait ça le soir. La première année, on a fait ça sur la durée du festival du Printemps des Poètes. Mais après coup, on a vu que c'était un petit peu trop long. Donc on faisait le soir, on faisait une interview d'un poète avec des extraits de poèmes, bien entendu, où l'auteur racontait pourquoi il est venu sur la poésie, on parlait de la poésie, il récitait de ses poèmes et on faisait réciter au public. Je distribuais des poésies pour qu'ils puissent aussi participer en même temps et tout ça. Et vous pouvez nous présenter un peu la vieille poétesse locale dont vous parliez? Thérèse André Abdelaziz, c'est une auteure nantaise qui fait partie des auteurs nantais. Elle est écrivaine également. Elle a écrit pas mal de poésie et elle a écrit pas mal de livres aussi. Un livre sur une pirate, une corsaire nantaise qui s'appelle Julienne David. Une pirate femme. Elle est très sensible à cet aspect des choses, cet aspect féminin des choses, un truc comme ça. Elle était mariée avec un musulman, donc elle a écrit un bouquin sur elle, femme d'émigré. C'est le titre de son livre qui marche pas mal aussi. C'est un très très beau livre sur la double appartenance à une culture. C'est pas facile toujours, c'est ça. Mais c'est une très belle poète, elle a de très très beaux poèmes. Moi j'aime beaucoup sa poésie. Et quel est votre poète préféré à vous? Oh là, il y en a tellement. Pour moi, la poésie, ça vient du cœur, ça vient du corps, ça vient de partout. C'est pour ça que moi, je peux pas juger la poésie. Soit elle me parle, soit elle me parle pas. Si elle me parle pas, tant pis. C'est pas grave, ça parlera à quelqu'un d'autre. Mais si elle me parle, vous êtes très éclectique. Oui. Tant et si bien que justement dans les Printemps des Poètes, non seulement on fait venir des poètes, mais je fais venir aussi des musiciens ou des plasticiens. Comme ça, la première année, on a fait venir un musicien qui était... Ah oui, c'était Avril Sauvage. Qui était un poète qui lui faisait du slam à ce moment-là, mais en fait après il a arrêté, il a fait beaucoup d'autres choses. Lui aussi fait vraiment, c'était une belle rencontre avec lui et lui nous a présenté après un spectacle sur un spectacle de poète de papier, ça s'appelait. C'est vraiment un très beau poète aussi, j'aime beaucoup ça. Donc on a rencontré Falmarès, donc Thérèse. Après avec les écoles, j'avais demandé à une artiste qui faisait un spectacle qui s'appelait Tartine Poétique. C'était une Séverine Hay, qui était une poétesse qui fait du théâtre aussi, comédienne aussi, et qui est basée à Clisson. Et donc elle a fait tout un travail avec les écoles, elle a fait un atelier d'écriture et tout ça. Et à la fin de l'interview, on a fait aussi le spectacle. Après, en même temps, tout ça en direct et en public, bien entendu. Juste une petite chose, c'est que dans les Printemps des Poètes, je fais toujours un apéro lecture. Le soir où je fais venir ceux qui veulent venir dire des textes. Et après, on en fait un podcast de tout ça, et voilà. Et c'est quoi un apéro lecture? On est au Cric-Crac Café, en bas, voilà, et on a un micro, et les gens viennent dire une poésie, ce qu'ils veulent, soit de la poésie, soit pas, soit un lecteur de texte qu'ils aiment bien, qu'ils ont écrit ou pas. C'est une soirée conviviale, tout à fait détendue et très agréable à faire. On pourra écouter les podcasts si on veut, il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent avec des gens qui n'ont jamais dit leur poème et qui les disent pour la première fois. C'est très intéressant à faire. On écoute un petit extrait. C'est à suivre toujours. Encore. À suivre, à suivre. On va continuer. Allez. Ne pas s'arrêter. On a mis sur notre crâne là-haut petite pancarte. À suivre, on va continuer. Mieux que sommet d'Everest, le haut de notre crâne. Et on continue. On continue avec le corps, avec le cœur. On y va. Allez, à suivre. On va continuer encore. Encore le corps. Encore le cœur. Un pas, un autre, pas à pas, un pas,
Et puis, un autre. On avance. On continue. C'est bien. Petit panneau sur haut Everest de notre crâne Dodeline. Et dodelinant, dodeline le petit panneau. À suivre les amis, à suivre. Encore, c'est pas fini. La route, on l'improvise. La route est une musique, on la suit. Encore. Encore. Oh, les merveilles, bas côté droit, bas côté gauche. Oh, que c'est beau. Oh, devant que c'est haut. On y va. On va suivre. Radio Grand Lieu. Je suis maintenant avec Nathalie, qui a une émission sur les plantes à Radio Grand-Lieu. Nathalie, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs comment vous êtes arrivée dans cette radio et en quoi consiste votre émission? Bonjour, donc je m'appelle Nathalie, je suis arrivée à Radio Grand-Lieu il y a 3 ans, je crois environ, c'était les débuts de la radio, et j'avais en fait vu une annonce sur Facebook comme quoi on pouvait rejoindre la radio en tant que bénévole et faire ses propositions d'émissions. J'ai été très bien accueillie. On m'a dit, tu peux faire une émission sur ce que tu veux. Moi, je suis très intéressée par les plantes, la botanique et les sujets d'écologie en général. Mais je suis intéressée et non spécialiste. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant de rencontrer des gens, et notamment du coin. Je en connaissais quelques-uns. Et puis, d'agrandir le réseau pour faire des interviews sur des thématiques. Donc, on a commencé l'émission au tout début avec Lisa Perrodo, qui était ma prof de botanique, avec qui on a fait 2 émissions. La première sur la patience sauvage et une autre sur le coquelicot. Puis après, on s'est dit que c'était un petit peu trop restreint de s'intéresser à une plante. Donc après, les sujets sont venus au fur et à mesure, les uns après les autres, avec des rencontres, des gens que j'ai cherché à interviewer aussi selon des valeurs que j'ai. Donc, on aborde des sujets comme la vie du sol, là qu'on a fait dans la dernière émission. On va aborder des sujets sur la permaculture en ville. On a fait 2 émissions sur la musique verte, donc une émission sur la musique qui est émise par les fréquences des plantes. Donc il y a des machines qui sont créées par Jean Toby pour en fait retransmettre les vibrations des plantes et qui sont aussi influencées par d'autres énergies. On peut modifier la musique des plantes, c'était très intéressant. Et puis aussi on a un collègue là de Saint-Aignan, qui fait partie de l'association de nature de Saint-Aignan, qui est venu aussi nous présenter la musique verte mais brute de pomme, c'est-à-dire comment on fait un sifflet avec un chapeau de gland, comment on fait une flûte avec une tige de pissenlit, et puis il nous a fait quelques démos assez intéressantes dans l'émission. Voilà. Donc c'est plein d'intervenants, des scientifiques parfois. Il y a une personne qui est venue il y a 1 mois ou 2, Maxime Labatte, il fait de la vulgarisation scientifique, qui fait tous les ans des bivouacs dans les serres de Nantes pour initier les gens à la botanique et les inviter à se questionner sur le végétal et la vie du végétal et l'importance de sa présence et de sa préservation. Voilà, donc... Comment ça vous est venu Girondor de la radio? Pourquoi est-ce que c'est votre centre d'intérêt? C'est votre formation aussi? Vous faites votre métier là-dedans ou Alors, pas du tout, non. Moi, à la base, je suis prof de Qigong et j'aime bien partager. J'ai surtout un intérêt pour le partage et partager mes connaissances. Qigong, c'est un sport de combat? C'est une préparation de combat, préparation martiale. Et puis là, je suis en transition professionnelle, je me dirige vers l'horticulture, donc encore plus vers ce sujet-là. Puis, je sais pas, pour moi, la radio, c'est un moyen de partager les connaissances. Et c'est vrai qu'il y a plein d'émissions déjà sur les plantes, etc. Mais là, moi, je sais que toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant cette aventure, elles m'ont aussi appris des choses. Et c'est les gens du coin, c'est ça qui est intéressant. C'est des acteurs du coin, locaux, qu'on peut retrouver, plusieurs herboristes qui sont producteurs de tisanes et de produits de soins que j'ai interviewés, qui sont présents sur tout Pays de Ré et Grand-Lieu. Et puis, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de savoirs anciens qui continuent à exister, à se transmettre? Oui. Ah oui, tout à fait.
Il y a des gens qui travaillent à être dans une continuité, et puis il y en a comme Lisa Perrodo, qui est venue quand même plusieurs fois, qui cherche à même fouiller dans l'ethnobotanique et les usages anciens en fait des plantes, qu'ils soient comestibles ou différents usages du bois, les différents usages de telle paille ou telle petite partie de la plante qui pouvait servir à faire une teinture ou je ne sais quoi. Voilà, donc les connaissances sont infinies de toute façon quand on creuse un sujet. Et comment vous faites pour trouver les gens que vous interviewez ? Alors à chaque fois c'est un peu du hasard. Il est arrivé que je me suis dit que je voulais... Souvent j'avais des recherches, je me disais je voudrais faire une thématique par exemple sur l'arbre. Donc j'en parle autour de moi, j'ai des contacts, on me dit tu pourrais appeler un tel. Et puis au bout d'un moment, des fois ça m'arrive aussi de trouver sur internet quelqu'un qui... pourrait avoir des valeurs que je défends. Par exemple, pour le sujet sur l'arbre, c'est quelqu'un que j'ai trouvé sur Internet, qui a une entreprise, c'est quelqu'un qui fait de l'agroforesterie et puis des jardins d'une autre façon, il fait d'autres types de tailles. Il est élagueur, mais il taille autrement et il a une vision de l'arbre très, très intéressante. J'avais trouvé comme ça sur Internet et puis des fois, c'est des contacts. Parler, dire, parler, relater, dire, souhaiter, parler, communiquer, je parle, partager. J'ai le droit de parler. Dis-moi ce que tu as à me dire. Le compteur parle. J'ai le droit de vous parler. Qui parle. J'ai le droit de baragouiner, baratiner, bavarder, bavasser, poser, compter. Nommer le monde. Frédéric Soulard. La petite plante à l'angle du trottoir et du bitume reste à la même place sans bouger pendant 1, 2, 10, 100 jours. Ces petites sauvages, nos herbes folles, demeurent pendant des mois à respirer, se nourrir d'eau, de lumière et grandir. Elles nous observent. Peut-être mieux que nous les observons. L'arbre, lui, à l'image de ses petites sœurs, demeure une année et puis une autre. Il atteint le siècle et puis un autre siècle encore. Ils sont là, les arbres, dans les parcs de nos villes. Ils nous attendent. Asseyez-vous au pied d'un de nos arbres. Il y a même des bancs à côté. C'est tout organisé. Et demeurez ne serait-ce que 5 minutes à vous inspirer de leur calme. Méditez ces 100 ans qu'il a vécu sans bouger, alors qu'il boit, mange, respire et communique avec les autres arbres par ses feuilles qui émettent des gaz, par la chimie de ses racines. Il communique aussi avec d'autres espèces, champignons ou animaux ou... Méditons sur le vivant. Rendons hommage. Laissons-nous impressionner. Méditons au pied de ses ancêtres, nos ancêtres. Et puis, rien. Méditons. Non, là c'est Maxime Labatte. On écoute un petit extrait. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est la vie du sol. Alors le sol, c'est la terre sur laquelle on marche, c'est aussi la terre dans laquelle on plante pour voir pousser tous nos légumes. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette terre, en fait ? Parce que je sais un tout petit peu qu'il y a plein de choses. Mais déjà, comment est composé un sol ? Alors un sol, en fait, dans la grande majorité des cas, c'est issu directement de la dégradation de la roche-mère qui est située sous nos pieds, mais on le voit pas. Il faut creuser pas mal pour atteindre la roche-mère. Ça se déroule sur des milliers et des milliers d'années. C'est-à-dire que, je rappelle quand même, c'est important comme donnée, il faut environ, selon les endroits, 200 à 500 ans pour faire 2 cm de sol à peu près. Ah, quand même. Oui. Il faut savoir que sur une roche-mère, on ne produit rien, on ne peut rien cultiver, il n'y a pas de plantes qui peuvent s'y installer. Donc la roche-mère, c'est du caillou ? C'est de la roche, en fait, où tous les minéraux sont enchâssés dans des molécules très complexes. Et en fait, c'est quand la roche est dégradée par des actions chimiques, biologiques et physiques que là, les minéraux deviennent accessibles.
Et du coup, quand les minéraux deviennent accessibles, il y a du coup une fertilité qui se met en place. Et en plus de ça, qu'est-ce qui fait aussi qu'un sol est un sol? C'est que, en plus de ces minéraux-là issus de la dégradation de la roche-mère, vous avez un mélange qui se fait avec la matière organique. Matière organique qui naît en fait de la mort des plantes. Donc c'est pour ça qu'au début, on a les lichens, les mousses. Et au fur et à mesure, ça commence à créer un protosol. Parce que les lichens et les mousses peuvent pousser en fait sans racines. Ils n'ont pas de système racinaire. Et au fur et à mesure que la matière organique, donc des mousses et des lichens qui va mourir, et qui va en plus donner, je vais pas rentrer dans le détail, mais des actions chimiques et autres qui vont faire dégrader la roche-mère petit à petit, on va avoir un essartus de sol. Et au fur et à mesure, des plantes qui ont besoin d'un minimum de surface, d'épaisseur des sols vont commencer à arriver. La productivité de la biomasse, de la matière organique produite va être de plus en plus importante. Le sol va commencer à augmenter, etc., jusqu'à arriver du coup à des sols où des forêts peuvent pousser et où là, le cycle des nutriments, de la dégradation de la roche-mère est à l'optimum. C'est dans une forêt qu'on trouve la vitesse de création d'un sol la plus importante. Avec l'apport de matière, de feuilles, de l'action des racines, des racines. l'action des êtres vivants qui sont en symbiose avec les racines, les champignons mycorhiziens, les vers de terre, les bactéries, etc., qui vont participer à activer encore plus la formation du sol. Voilà, chers auditeurs, la fin de la deuxième émission sur Radio Grand Lieu. Je rends l'antenne. À très bientôt.